Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. Voici le sommaire. Que ferions-nous sans eux à une époque où tout fonctionne avec des machines et où les entreprises n'existent pas sans Internet? Eux, ce sont les programmeurs et développeurs. Ils sont célébrés ce 13 septembre. Et puis avec l'avènement des voitures 2.0, les mécaniciens traditionnels sont aujourd'hui obligés de s'adapter aux nouvelles technologies. Pour eux, le métier de mécanicien automobile est en proie à l'évolution. Enfin, instant invité, on reçoit un expert géomètre qui nous éclaire sur le contenu de l'arrêté ministériel fixant le prix du mètre carré pour les transactions foncières et immobilières en République du Bénin. Enfin, un gage de reconnaissance pour ces acteurs de la transformation numérique, bien trop souvent occultés, est-on tenté de dire en ce 13 septembre, journée mondiale des développeurs et programmeurs. Une journée pour célébrer les changements positifs apportés par ces hommes et femmes d'éthique qui déchiffrent les codes qui permettent de donner des ordres aux ordinateurs. Et pour vous qui ne savez pas ce que c'est qu'un développeur ou même un programmeur, eh bien, Rodrigue Babagüeto se charge dans l'élément à suivre de mieux nous édifier. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes? Expert des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. À partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciels, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur, lui, est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines. Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont les programmeurs système qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques. Ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine. Et on change de domaine à présent pour parler du secteur de l'automobile qui connaît assez de mutations. On retrouve désormais toute une gamme de véhicules électroniques en circulation, une révolution technologique qui impacte le métier de mécanicien automobile. Aujourd'hui, seules les connaissances mécaniques ne suffisent plus pour réparer les voitures dites 2.0. Que devient alors le mécanicien automobile à l'ère des voitures électroniques? Reportage avec Stanislas Lecon et René Arossi. Ici, une voiture électronique en dépannage. Mais avant toute intervention mécanique, cet électronicien fait son examen électronique. La spécificité du véhicule l'oblige. Au bout de quelques minutes, l'appareil signale à l'écran plusieurs défauts. Là maintenant, ça me signale plusieurs capteurs que c'est défectueux. Mais ce n'est pas parce que ça signale les capteurs là que je vais me jeter pour changer les capteurs. Ici, c'est la fiche qui est venue sur ça. Mais comme ils n'ont pas trouvé à remplacer, ils ont eu à adapter. Or ça peut envoyer des courts-circuits au niveau du calculateur. Donc c'est des pannes que nous maintenant, on doit régler.
Ouais. Donc c'est pour ces pannes-là que la voiture est venue. Ce n'est pas que si la voiture vient, on se jette directement sur la voiture pour commencer par travailler. Non, les voitures d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Des voitures nécessitant une technologie de pointe, on en dénombre assez dans ce garage. Le promoteur, un mécanicien de formation, exerce dans ce secteur d'activité depuis 1988 au Bénin. Ces dernières années, il ne cesse d'actualiser ses connaissances et de recruter d'autres compétences afin de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile. On ne veut plus que les voitures aillent au Ghana, au Togo, pour qu'on dise, bon, ils n'ont pas réussi ici, c'est au Ghana. La devise quitte le pays. Mais si ça tourne ici, si c'est abondant, pourquoi ne pas recruter plus? Ça, nous résolvons une partie du chômage. Ce nouvel environnement automobile, beaucoup de mécaniciens dans le pays peinent à s'en sortir. La cause, on évoque le défaut de maîtrise de l'outil informatique et de la langue de conception des scanners. Par exemple, les appareils de diagnostic, là, les scanners consoles, là, si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas. Même pour l'interpréter, tu ne peux pas. C'est ça le grand problème qui est là, c'est ça. Une difficulté qui constitue une menace pour leur corporation. Plusieurs mécaniciens automobiles peu instruits risquent de se reconvertir à la longue. Mais le président de l'association dit y travailler. Il faut quand même avoir au minimum le BPC avant de faire la mécanique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir lire les différents codes de défaut. Il faut quand même savoir utiliser le scanner. Nous avions créé quand même ce climat de solidarité, d'assistance, ce climat de dépannage entre collègues. Et c'est ça qui fait que, bon, les pannes que les uns et les autres rencontrent chaque fois et toutes les fois, nous faisons des échanges d'idées. Et c'est ça qui nous permet de grandir dans la profession. Sinon, bon, tu seras quand même un mécanicien monté et démonté. Hein. Le mécanicien automobile est un métier en pleine mutation. Aujourd'hui, les concessionnaires associent l'électronique à la mécanique pour mettre sur le marché des véhicules dits 2.0. Et on parle à présent du patrimoine culturel immatériel qui, bien que fragile, est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Et pour sauvegarder et transmettre ce patrimoine aux générations futures, il devient aujourd'hui indispensable de mettre en place un certain nombre de stratégies. Les précisions. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Mas-Guelélé, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain.
Et comme je le disais dans les titres, on se penche à présent sur le contenu de l'arrêté ministériel fixant le prix du mètre carré pour les transactions foncières et immobilières en République du Bénin. Et notre invité, c'est un expert géomètre agréé, Bertrand Candide Razoumen. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. C'est moi. Alors, monsieur Razoumen, à quoi vient répondre la prise d'un arrêté ministériel qui fixe le prix du mètre carré? Alors, l'arrêté numéro 1830C portant les valeurs d'acquisition de référence dans le cadre de la perception de la taxe sur la plus-value est en fait pris pour un tout petit peu réguler le calcul des impôts à payer lorsque on fait une transaction. Okay. Alors, de quoi s'agit-il? La notion de la plus-value, en fait, s'explique simplement par le fait que vous avez acheté la parcelle à une date T, à un prix X, et vous revendez ça quelques années après à un prix Y. Entre le prix de vente et le prix d'achat, il y a une marge bénéficiaire qui se dégage, qui est appelée la plus-value. Et donc, cet arrêté vient juste pour fixer le prix de référence à adopter pour calculer l'impôt à payer sur la plus-value. Et les dispositions en République du Bénin stipulent que lorsque vous achetez une parcelle et que vous revendez, le calcul de la plus-value s'effectue simplement en faisant le prix initial d'acquisition que multiplie 1,2. 1,2 pourquoi? Simplement parce que l'État suppose que lorsque vous avez acheté la parcelle, vous avez eu à payer des frais de formalité et donc ces frais de formalité sont pris à 20% de la valeur initiale d'acquisition. Et donc, on calcule maintenant la nouvelle valeur d'acquisition en multipliant la valeur initiale par 1,2. Et donc, on trouve cette valeur. On revient maintenant pour prendre maintenant le prix auquel vous avez vendu la parcelle. On fait la différence entre ce qui était calculé, le prix actuel, et on trouve la plus-value. Et sur cette plus-value, maintenant, vous devez payer 5% de la plus-value comme impôt que vous devez payer quand vous faites la transaction. Mais à ce niveau, il faut pouvoir dire que l'arrêté qui est pris prend en compte simplement les parcelles non bâties. Parce que lorsque vous achetez un bien et que vous avez construit là-dessus et quelques années après vous devez vendre, l'impôt que vous devez payer en réalité sur la plus-value, la taxe foncière, sera considéré simplement en prenant la parcelle non construite. Quand c'est une parcelle bâtie que vous vendez, le calcul se fait autrement, mais au finish, vous devez payer forcément 5% de la marge bénéficiaire comme impôt, comme taxe sur la plus-value. Ok, alors, donc vous nous dites que cet arrêté ne fixe pas le prix de vente des parcelles? Non, absolument pas, parce qu'en réalité, l'arrêté même vous dit que c'est des valeurs d'acquisition de référence dans le cadre de la perception de la taxe de plus-value immobilière. Le titre même de l'arrêté stipule clairement que cet arrêté est pris simplement dans le cadre de la perception de la taxe sur la plus-value. Mais je tiens également à ajouter que l'impôt à payer sur la plus-value n'a rien à voir avec l'impôt à payer sur le foncier non bâti. Celui qui veut vendre l'immeuble doit forcément d'abord payer l'impôt sur l'immeuble, que ça soit bâti ou non bâti, doit être en règle vis-à-vis de l'impôt. Et lorsqu'il vend maintenant, parce que vous voyez, à cet âge, ça change le visage du pays. Absolument. Et donc, les parcelles qui se retrouvent aujourd'hui en bordure des voies asphaltées grimpent le prix. Le prix est doublé. Et donc, il faudrait forcément participer au développement du pays en payant bien sûr, ces 5% sur la plus-value. Merci à vous, Bertrand Candide Razoumen. Je rappelle que vous êtes expert géomètre agréé. Vous faites également partie de l'ordre des experts géomètres agréés du Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau et d'avoir éclairé notre lanterne. Merci à vous. Ce sera donc tout pour ce 19h45 que vous pouvez suivre en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de journée à toutes et à tous.